Pour marquer les esprits, ce procès doit avoir toutes les apparences de la légalité. 15 jurés donc, mais tous sont des proches de Fouquier, Robespierre ou Hébert, choisis parmi les solides de la Révolution, comme le président du tribunal, Hermann. Messieurs les jurés, vous allez prêter serment d'examiner avec attention les charges portées contre Antoinette, veuve de Louis Capet. De n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection. Et de vous décider, selon votre conscience, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme libre. Pardon, je suis désolée. Citoyen Gannet. Je le jure. Gannet, perruquier. Il se vante de ne voter que pour la mort. Je le jure. Chrétien, tenancier d'un bar républicain. Il fait voter dans sa section des motions extrêmes. 2 pistolets posés devant lui. Je le jure. Toumain, le seul juré venu de province, entreposeur de tabac et admirateur de Robespierre, à qui il doit beaucoup. Antonel, Je le jure. noble déclassé, ancien maire d'Arles. Il est le seul à avoir longuement hésité à accepter sa fonction de juré. Je le jure. Renaudin, maître luthier, ténor du club des Jacobins. Il est une créature de Robespierre pour qui il espionne volontiers. Je le jure. Tout comme ce menuisier qui signe toutes ses lettres, Trinchard, vrai républicain. Moi, Charles Léopold Nicolas, je le jure. Lumière, violoniste à l'Académie de musique, ancien secrétaire personnel de Fouquier et agent de renseignement de Robespierre. De Boisseau, Je le jure. ciseleur sur bronze, un proche de Robespierre lui aussi. Baron, Je le jure. chapelier, hébertiste convaincu et violemment athée. Souberbiel, médecin personnel de Robespierre et du tribunal. Il y dénonce les femmes qui se disent enceintes pour échapper à la guillotine. Fievé, négociant. Je le jure. Samba, peintre sur miniature. Je le jure. Cet hébertiste se fait appeler Samba et sans culotte. Devèze, Je le jure. maître charpentier. Et enfin, Bénard, Je le jure. huissier de justice, hébertiste et profiteur qui vend pour son compte des biens qu'il a saisis. Ce sont eux qui vont juger la reine. Ils sont l'incarnation du peuple sans culotte, des hommes qui n'étaient rien du temps des rois et qui, en seulement 4 ans, sont sortis de l'ombre. Ils ont aujourd'hui le pouvoir de condamner cette femme, qu'ils n'auraient jamais pu ne serait-ce qu'approcher dans cet autre monde qu'ils ont mis à terre. Accusé, veuillez décliner votre identité. Marie-Antoinette Lorraine d'Autriche. Pourquoi préciser Lorraine d'Autriche? Parce qu'il faut bien porter le nom de son pays. Qui se pose là? On est en France ici! Veuillez vous asseoir, l'acte d'accusation va vous être lu. Debout
calme, s'il vous plaît, silence. Antoine Quentin Fouquier-Tinville, accusateur public auprès du tribunal criminel révolutionnaire, établi à Paris par décret de la Convention nationale du 10 mars 1793. Que Antoinette a été, depuis son séjour en France, le fléau et la sangsue des Français. D'avoir dilapidé les finances de la France pour satisfaire à ses plaisirs. D'avoir modifié la vertu, au point de faire imprimer les ouvrages dans lesquels elle était dépeinte sous des couleurs peu avantageuses, pour persuader à ses puissances étrangères qu'elle était maltraitante des dépensiers. Que la Constitution de 1780 soit acceptée. La veuve, elle est elle-même donné l'ordre de tirer sur le peuple, en tant que directrice de celle-ci. La veuve Capet s'est occupée de la détruire, que c'est la veuve Capet qui a fait parvenir aux puissances étrangères des plans de campagne et d'attaque pour les insulter. La veuve Capet s'est occupée, que c'est la veuve Capet qui a fait partie de l'accusateur adressé l'accusation Antoinette pour avoir primo dilapidé les finances de la France et d'avoir fait passer des sommes incalculables à l'Autriche. Secundo, d'avoir entretenu des intelligences et des correspondances avec les ennemis de la République. Et tertio, d'avoir tramé des complots contre la sûreté intérieure et extérieure de la France, entraînant une guerre civile en divers points de la République. Accusée de haute trahison, Marie-Antoinette encourt la peine capitale. Les témoins de Fouquier vont maintenant défiler. J'appelle le ci-devant marquis de Gouvernay. Ils seront 41, toutes les figures de la Révolution et quelques vestiges de l'Ancien Régime aussi, traînés devant la cour pour leur chant du cygne. Citoyen Gouvernay, veuillez nous parler des fêtes dispendieuses organisées au château par la ci-devant reine. Jamais, pour ainsi dire, je n'ai fréquenté la cour. Je ne le pouvais pas puisqu'à cette époque, j'étais commandant en Bourgogne. Comment cela? Mais vous étiez ministre. Je ne l'ai jamais été, et n'aurais point voulu l'être, même si on me l'eût offert. Je crains que vous ne m'ayez confondu avec mon cousin, qui lui était ministre, le comte de la Tour du Pin Gouvernay. Silence dans la salle. On m'amène le bon Gouvernay. Bien que ce Gouvernay n'ait rien dit devant la cour, un compte-rendu officiel mais truqué, destiné au public, sera publié dans le journal Le Moniteur. Dégage le plancher, vieux cadavre! Que pestiféré! On l'emmène, le Kagoshim! Citoyen Gouvernay, rendez-vous immédiatement! Citoyen Gouvernay! Je me permets de rappeler aux témoins que la France n'est plus une monarchie, que l'accusée n'est plus une reine, et qu'il est interdit de la traiter autrement que comme une citoyenne ordinaire. Veuillez m'excuser, mais je n'avais pas remarqué que la reine fût traitée comme une citoyenne ordinaire. Citoyen Gouvernay, en tant que ministre de Louis Capet, assistiez-vous aux prises de décision? Mon devoir était en effet de conseiller le roi. Louis Capet, vous voulez dire? Non, du tout. Louis XVI, le roi de France, si vous préférez. Silence dans la salle. Est-il vrai qu'Antoinette Capet était quelquefois présente pendant ces réunions? Elle daignait en effet de temps à autre à nous faire le plaisir de sa présence. Intervenait-elle dans les décisions? La reine intervenait pour s'enquérir de nous. Mais je n'ai pas souvenir qu'elle ait parlé de politique. Je vous prie une nouvelle fois, citoyen, de surveiller votre langage. Quand vous aurez au préalable surveillé votre attitude. Je rejoins ce que vient de vous dire le citoyen accusateur public. N'utilisez plus les mots de l'Ancien Régime. Sinon... Sinon quoi? Que pouvez-vous me faire que vous n'ayez déjà prévu de me faire? Nous en avons fini. Garde, emmenez-le. Quelques mois plus tard, le comte de la Tour du Pin sera guillotiné, en même temps que l'autre Gouvernay, son cousin le marquis. Vous avez vu ces bons. Vous les avez eus entre vos mains.
Oui, je les ai eus entre les mains et oui, je les ai vus. M'est-il possible de poser une question au témoin? Faites. Je désirais que le témoin déclare de quelle date étaient les bons dont il parle. L'un des bons était daté du 10 août 1792. Et l'autre, je l'ignore. Je n'ai jamais fait de bon. Et comment aurais-je pu en faire le 10 août, alors que nous nous sommes rendus vers les 8 heures du matin à l'Assemblée, où nous nous sommes réfugiés toute la journée, pendant que le peuple dévastait les Tuileries? J'ai dû me tromper dans la date, voilà tout. Mais ces bons existent, je les ai vus. Serait-il possible de les voir? Où sont-ils? Ces bons ont été remis à la Convention pour préparer le procès de Louis Capet. J'en ai fait la demande et j'attends toujours ces pièces que la Convention doit m'adresser. C'est regrettable. La veuve Capet a envoyé des sommes immenses en Autriche. Je le sais de source sûre, citoyen président. De source sûre. Et vous venez de témoigner que c'est vous qui les aviez vus, c'est bon. Tout ça, je le tiens d'une bonne patriote, à qui un favori de la cour en a fait confidence. Et comment s'appelle cette personne? Et pendeuse, pendouille à la barre. Nous venons de parler avec un témoin qui nous a parlé de confidence que vous aurez fait un favori de la cour. Ce bon comte de Coigny. Je crois bien que je lui avais tapé dans l'œil, si vous voyez ce que je veux dire. T'es sûr que c'est dans l'œil? Quand était-ce? 1788. Je servais au palais de Versailles. Et voilà le comte qui me coince pour me parler de l'autre, là. Elle venait encore de convaincre le roi de donner de l'argent à son frère. Elle ruine la France, qui disait. Vous savez de quelle somme d'argent il s'agissait? Oh là, si je m'en souviens. De 20 millions, qui me dit. Tu vas cracher la pluie! Et comment a réagi le ci-devant comte de Coigny? Eh ben, comme moi. Il était scandalisé. Sauf qu'après, il m'a dit que c'était pas 20 millions qu'elle lui avait donné, mais 200! Et que c'était qu'un début. Qu'elle allait encore lui en donner plus. Tu mérites de crever comme un rat. Du calme, du calme. C'est tout ce que tu mérites. Sale chienne, raclure, scélérate. Tu mérites de crever, c'est tout ce que tu mérites. Ça suffit. Gendarme, arrêtez-la. T'es qu'un sac à merde. Lâchez-moi, j'ai rien fait. Je te hais. Je te vipère. Je te déteste. La séance reprendra à 5 heures. Témoignages absurdes, absence de preuves et une audience en perte de contrôle. La mascarade a démarré en fanfare. Étrange mise en scène de deux mondes qui s'affrontent, celui du peuple qui aspire à l'égalité face à celui des privilèges. Deux mondes irréconciliables. C'est une catastrophe, une humiliation. J'y arriverai jamais, je vais pas y arriver. Citoyen, Robespierre demandera ma tête, puis il l'aura. Puis moi, je l'aurais mérité. Je n'avais pas le droit à l'échec. citoyen Fouquier, vous voyez ce que nous venons de recevoir. Ah, les pièces du dossier, enfin. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais dites-moi, il n'y a rien là-dedans. Foutre! 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 Vous semblez de plus en plus fatiguée, madame. Que dit-on du procès? Quelles sont les rumeurs? Ce repas est très réussi. Je vous en remercie.
Veuillez répondre à la question, s'il vous plaît. Citoyenne Capet, qu'avez-vous à répondre à ce témoignage? Pourriez-vous répéter, je vous prie? Le 5 octobre 1789, quand le peuple en colère s'est rendu de Paris à Versailles, est-il exact qu'on vous a suggéré de prendre la fuite? En effet. On voulait m'engager à partir seule, parce que, disait-on, il n'y avait que moi qui courais un danger. Mais je m'y suis refusée, car j'estimais que si je devais être assassinée, ce serait aux pieds de mon mari. Jamais je ne l'aurais quitté. N'avez-vous pas abusé de l'influence que vous aviez sur votre époux pour en tirer des bons sur le trésor public? Jamais. N'avez-vous pas forcé les ministres des Finances à vous délivrer des fonds et menacé certains d'entre eux de votre indignation s'ils n'obtempéraient pas? Non. Soutenez-vous que le maire de Paris, Bailly, et le marquis de Lafayette n'étaient pas complices de votre fuite, arrêtés à Varennes dans la nuit du 20 au 21 juin 1791? Oui. Je vous observe que sur ces faits, vous vous trouvez en contradiction avec la déclaration de votre fils. Il est facile de faire dire ce que l'on veut à un enfant de 8 ans. Mais on ne s'est pas contenté d'une seule déclaration. On la lui a fait répéter plusieurs fois et il a toujours dit le même. Eh bien, je nie les faits. La séance est suspendue. Elle reprendra demain à 9 h. Jusqu'à 3 h du matin, Marie-Antoinette s'est battue. Elle a menti parfois pour protéger ses alliés et se protéger elle-même. Des lettres compromettantes adressées à l'Autriche ont bien été retrouvées, longtemps après son jugement. Elle a menti pour défendre l'image de la royauté, le souvenir de ce roi auquel sa vie a été liée, et l'avenir de son fils, qui en est l'héritier. Auriez-vous un inconvénient à ce que je prenne appui sur votre bras? Tout se passe plutôt bien. Vos réponses impressionnent la foule. J'ai peut-être commis des fautes, mais pas de crimes. Exactement. Désormais, je n'appréhende plus que le témoignage de Manuel. Manuel? Pourquoi donc? Je l'ai souvent croisé quand j'étais prisonnière au temple. Il était censé protéger mon amie, la princesse de Lamballe, et ce n'est que la tête sur une pique que j'ai pu la revoir. Cet homme est un monstre sanguinaire. Demain risque d'être une journée éprouvante. Il serait bon que vous preniez un peu de repos. Lieutenant de Bune, vous êtes en état d'arrestation pour avoir retiré votre chapeau devant la ci-devant reine, pour lui avoir tendu un verre d'eau et pour lui avoir donné le bras. Pour ces faits considérés comme des égards envers la royauté, le lieutenant de Bune échappera de peu à la guillotine. J'aimerais que vous gardiez ceci en souvenir de moi. C'est bien peu de choses, mais c'est tout ce qui me reste. Merci, madame. Je garderai toujours ce ruban près de moi.
Ce que souffle la rue a changé, madame. Alors qu'hier, on réclamait votre tête. Aujourd'hui, on dit que vous serez sans doute exilée. J'aimerais tellement revoir mon pays. Le lieutenant de Bulle n'est pas là? Il ne s'occupera plus de toi, citoyenne. Cette charge me revient désormais. Silence dans la salle. Pouvez-vous l'ouvrir, je vous prie? Les reconnaissez-vous? Oui. Sont-ils bien à vous et vous souvenez-vous qu'on vous les a pris? Je m'en souviens parfaitement. Vous me les avez pris le 1er août, lors de mon transfert du temple à la conciergerie. Il y a 76 jours exactement. Ces objets sont la démonstration que la veuve Capet gardait des reliques du ci-devant roi, du ci-devant dauphin, de la ci-devant dauphine. Preuve en est, s'il était besoin, qu'elle est demeurée royaliste. Ces objets sont des souvenirs de mon mari que vous avez guillotiné et de mes enfants que vous m'avez arrachés. Quelle mère ne garderait pas souvenir des êtres qui lui sont le plus chers? Je retiendrai surtout que pour la première fois depuis le début de ce procès, vous nous faites l'honneur de reconnaître les faits qui vous sont reprochés. J'appelle maintenant le citoyen Manuel. Citoyen Manuel, pouvez-vous nous rapporter la teneur des conversations que vous avez eues avec la prévenue ou sa famille? Je ne le puis. Je n'ai jamais eu de rapport avec Marie-Antoinette ni avec sa famille. Il m'est arrivé, en tant que procureur de la commune, de me rendre au temple, mais je n'ai jamais eu d'entretien particulier avec la femme du ci-devant roi. Quel jeu joues-tu, Manuel? Je sais que tu mens. Je ne vois pas ce que tu veux dire, citoyen accusateur public. N'avez-vous jamais eu au temple d'entretien particulier avec le témoin? Non. Jamais. Et je n'ai pas non plus souvenir que mon époux en ait tué avec lui. Emmenez-le. Un mois après sa déposition, Manuel sera jugé, condamné, guillotiné. Le bourreau est devenu victime. Vous voyez que tout s'est bien passé. J'appelle maintenant le citoyen Jacques-René Hébert. Citoyen Hébert, je sais qu'il vous est arrivé à plusieurs reprises de rendre visite à la prévenue à la prison du Temple. Oui, je me suis souvent rendu dans sa cellule. C'est pourquoi j'ai la conviction qu'elle ment de manière éhontée quand elle affirme n'avoir eu aucune complicité de l'extérieur. Expliquez-vous. Oui. J'ai trouvé dans sa chambre un missel. Un missel dans lequel se trouvait un cœur enflammé, traversé d'une flèche. Ce même cœur qu'arborent les royalistes insurgés de la Vendée, nos pires ennemis de l'intérieur. Je n'ai aucune connaissance des faits dont parle Monsieur Hébert. Je sais seulement que le cœur était un simple dessin offert à mon fils par sa sœur. Alors justement, concernant votre fils, depuis qu'il a été confié à un bon patriote pour qu'il soit éduqué en bon républicain, il m'est souvent arrivé de lui parler.
Eh bien, le jeune Capet m'a indiqué que pendant son séjour au Temple, la famille royale était régulièrement informée par des complices de tout ce qui se passait dans le pays. Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit ici. Il est facile de faire dire ce que l'on veut à un enfant de 8 ans. Il a cité des noms. Des noms qui corroborent nos informations. Mais ce n'est pas tout. Le jeune Capet, dont la constitution physique dépérit chaque jour, a été surpris par le citoyen Simon dans des pratiques indécentes pour son âge. Celui-ci lui ayant demandé qui lui avait appris ces manières, il répondit que c'était sa mère et sa tante qui lui avaient enseigné cette funeste habitude. De la déclaration faite par le jeune Capet, il résulte que pendant son séjour au Temple, ces deux femmes le faisaient souvent coucher entre elles deux, et qu'il n'y avait pas à douter, toujours par ce qu'a dit le fils Capet, qu'il y ait eu un acte incestueux entre la mère et le fils. Silence, silence dans la salle. Merci, citoyen, d'être venu nous apporter votre témoignage. Il y a tout lieu de croire, que cette criminelle jouissance n'était point dictée par le plaisir, mais avait pour but, toujours, après la mort de Capet, de régner sur le moral de cet enfant, que l'on se plaisait à traiter avec la même déférence que s'il avait été roi. L'avez-vous vu? Non, je ne l'ai pas vu, mais toute la municipalité le certifiera. Vous ne l'avez pas vu. Je voulais, citoyen président, je vous invite à vouloir bien faire observer à l'accusée qu'elle n'a pas répondu sur le fait dont je viens de parler, à l'égard de ce qui s'est passé entre elle et son fils. Citoyenne Capet, pouvez-vous répondre des accusations d'inceste portées par le citoyen Hébert concernant votre fils? Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à pareille accusation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui se trouvent ici. Citoyen Hébert, vous pouvez quitter la salle. Hébert vient de faire le faux pas qui pourrait aider Robespierre à se débarrasser de lui. Son témoignage aura eu pour effet de retourner le peuple en faveur de Marie-Antoinette. Mais si, au-delà de la reine, il voit maintenant la femme, c'est une femme meurtrie. La séance reprendra à 5 heures. L'audition des témoins est maintenant terminée. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Hier, je ne connaissais pas les témoins. J'ignorais ce qu'ils allaient déposer contre moi. Eh bien, personne n'a dit de moi aucun fait positif. Bien. Les débats sont clos. Avant de laisser la parole à la défense, citoyen accusateur public, veuillez requérir. À ce moment précis, Fouquier joue son avenir. Il sait que son procès n'a pas été probant, ses témoins douteux, ses pièces à charge inconsistantes. Alors il n'en parle pas, préférant jouer son seul atout, rappeler au peuple la haine qu'il vouait à la reine avant son procès. Dans ce tribunal, c'est le peuple entier qui accuse la veuve Capet. Tous les événements politiques qui ont eu lieu ces 5 dernières années déposent contre elle. La parole est à la défense. Maître Chauveau-Lagarde. L'accusée a eu le malheur d'être reine. Cette idée seule peut d'avance mettre en garde des républicains contre elle. Lui aussi joue sa vie, et il le sait. Un mot de trop, et il sera le prochain sur la liste. La seule marge d'action des avocats de Marie-Antoinette, c'est le rappel à la loi de la République. Chauveau-Lagarde va s'y efforcer,
pendant plus de 2 heures. La justice est une chose. Le sentiment de justice, une autre. Dans ma main se trouve un médaillon et une adresse. Peut vous égarer si vous n'exercez J'aimerais que vous alliez en personne le porter. toute la plénitude. Feriez-vous cela pour moi? Si vous n'exercez sur elle tout l'empire dont vous pouvez être capable. Rien ne saurait égaler l'apparente gravité de la situation, si ce n'est, peut-être, la ridicule nullité des preuves. Citoyen président, j'en ai terminé. Très bien. Gendarme, arrêtez-le. Pardon? Qu'est-ce que je... Vous êtes accusé de trahison et d'intelligence avec l'ennemi. Emmenez-le. Je n'ai fait que mon devoir. Maître Tronçon du Coudray, veuillez prendre la place de votre confrère. Citoyens, ce soir, une terrible question s'offre à nous. Saurons-nous être libres sans être des assassins? Dans ce théâtre des passions qu'était le procès de la reine, Tronçon du Coudray a su lui aussi tenir son rôle, malgré les circonstances. Brillant orateur, il va parler pendant 1h30, rappelant, martelant qu'aucune preuve directe n'a été apportée. En avez-vous terminé? J'en ai fini, citoyen président. Gendarme! Videz vos poches. L'arrestation des défenseurs de Marie-Antoinette avait été votée par la Convention avant même l'ouverture des débats. Avant de reprendre leur défense des causes perdues, ils devaient connaître le goût de la prison. Emmenez-les. À sa libération, Chauveau plaidera sans succès pour Élisabeth, la sœur du roi. Tronçon mourra en déportation 5 ans plus tard, condamné pour coup d'État contre le Directoire. Le médaillon de Marie-Antoinette, adressé à sa très fidèle ancienne première femme de chambre, ne parviendra jamais à sa destinataire, qui sera arrêtée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles.